Alors je trouvais que c'était assez intéressant d'aborder la famille à travers le prisme dans l'environnement, parce que c'est une question de société, ce qu'on appelle une question de société, en tout cas une question qui est au cœur des débats, et que c'était important de montrer que la famille était une réponse extrêmement pertinente au développement durable, en tout cas, malgré toutes les pressions qui sont faites sur elle et malgré tous les coups de butoir qui sont donnés notamment par des écologistes. Je pense notamment à Yves Cochet, qui a été ministre de l'Environnement et qui demandait à ce que les familles françaises aient moins d'enfants afin de baisser leur consommation, mais également d'accueillir plus de migrants, et un auteur qui est chargé de mission au Sénat, je crois qu'il s'appelle Monsieur Bueno, et qui a écrit un livre récemment qui s'appelle Permis de procréer. Donc voilà, je pense qu'il y a une sorte de paradoxe entre des écologistes qui font la chasse à la famille, alors que la famille, moi, me paraît être une réponse extrêmement pertinente à la préservation de l'environnement et au développement durable. Alors à plusieurs titres en fait, d'abord parce que le cercle familial est le lieu de la transmission où on a envie de donner à ses enfants ce qu'on a reçu encore plus beau, encore plus sain, encore plus enrichi, parce que c'est aussi le temps long qui s'exprime à travers la famille, entre l'enfant et le grand-père, il y a une cinquantaine d'années, voire 70 ans qui se passent. Donc en fait, c'est l'endroit où on peut voir et on peut avoir conscience de la conséquence de ces décisions à long terme. Et puis également, la famille, c'est le lieu de la gratuité, où les échanges ne sont jamais marchands, où on a des satisfactions immédiates qui permettent de ne pas avoir envie de compenser les frustrations par une surconsommation. Et puis la famille, également le lieu de l'inventivité, puisque c'est un endroit qui ne répond pas à des normes, c'est un endroit qui est en déficit de droit et qui permet justement d'ordonner des rapports bienveillants, parce qu'en fait ils sont naturels. Alors, mes espoirs, c'est qu'on reste conscient que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, en fait, on arrête de croire que la législation doit systématiquement emboîter le pas à la technique, qu'on arrête de se dire que parce que c'est possible techniquement, il faut absolument légaliser ce qui est rendu possible par la technique, et qu'on commence à penser les choses avec hauteur de vue, qu'on prenne conscience des conséquences anthropologiques des décisions que l'on prendra. Je pense à un cas très précis, l'ouverture de la PMA pour toutes, qui va poser forcément un problème de gamètes. Qui va donner ces gamètes? On sait qu'en France on manque de donneurs. Il va falloir éventuellement avoir recours à des organes, enfin payer les dons de gamètes, enfin qui ne seront plus des dons du coup de fait. Et la difficulté, c'est qu'une fois qu'on aura fait basculer ce tabou-là, puisqu'en France, la gratuité du don est une valeur fondamentale, qu'est-ce qui nous empêchera de vendre un foie ou un rein, et donc aller vers la vente d'organes, qui est un marché immense qui s'ouvrirait pour les laboratoires, puisqu'on aura déjà donné la gamète, et dans une gamète, il y a l'entièreté d'un être humain. Donc ça me paraît en soi un matériel humain beaucoup plus précieux qu'un foie ou une gamète, bien qu'il y ait des gens qui en aient nécessairement besoin, bien sûr. Merci. Je pense qu'en tout cas, il y a un certain nombre de notions sur lesquelles on peut s'entendre, parce que elles sont partagées intimement par nous tous, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'en famille, il y a une bienveillance, une protection, une gratuité qu'on aimerait voir étendue à l'ensemble de la société. Et à ce titre-là, je pense qu'effectivement, ça peut être une excellente base de propositions communes à l'ensemble des droites, oui, bien sûr. Merci Agnès.